Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast qui traite du chapitre 2 de l'ouvrage The Invisible Rainbow de Arthur Firstenberg. Pour ce qui est de l'introduction et du prologue de ce livre, merci de vous reporter au premier podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être tenu au courant de la livraison des prochains petits chapitres. Voilà, faites-le, je pense que nous devrions tous connaître cet ouvrage capital. Voilà. Allez, ne perdons pas de temps et allons-y. La question majeure posée dans cet ouvrage, quel est l'effet de l'électricité sur la vie, est une question que la science moderne ne se pose même pas. La seule préoccupation de la science est de garder les humains à un niveau d'exposition au-dessous duquel les cellules ne cuiront point. Les effets de l'électricité non létale est une question que la science mainstream ne se pose plus. Mais au XVIIIe siècle, des scientifiques ne se sont pas seulement posé des questions, ils ont aussi commencé à apporter des réponses. L'électrothérapie, au travers de diverses méthodes qui nous surprendraient aujourd'hui à bien des égards, eut le vent en poupe tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, par cycle certes. Au début du XXe siècle, l'utilisation médicale de l'électricité tombait dans l'oubli car tout simplement à cette époque, l'électricité était largement plus synonyme de dynamo propulsant des locomotives et d'exécution de prisonniers que d'une quelconque substance subtile capable d'interagir avec le vivant. L'électrothérapie se voulait stimuler la santé par restauration de l'équilibre électrique du corps et de ses déséquilibres. Cette idée n'était absolument pas nouvelle. Dans une autre partie du monde, l'utilisation d'électricité naturelle était devenue un art subtil, et ça, depuis des millénaires. Effectivement, comme nous le verrons dans le 9e chapitre, l'utilisation d'aiguilles d'acupuncture conduit en fait l'électricité atmosphérique dans le corps et parcourt des routes pour ensuite s'en aller via d'autres aiguilles complétant ainsi un circuit. D'aucune mesure les pratiques électriques en Europe et en Amérique étaient comparables, bien que similaires dans le concept. Des fines aiguilles de cet autre continent, on martelait les corps tels des forgerons en Occident. Il en était ainsi de la médecine européenne du XVIIIe siècle. Aller chez un médecin pour un rhumatisme, c'était se condamner à saigner, à se purger, à vomir et à être boursouflé, des fois le tout accompagné d'une dose de mercure même. L'électrothérapie, en comparaison, était alors une alternative très attirante. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité de l'électricité thérapeutique à cette époque, aussi bien pour des pathologies mineures que majeures. Même si des comptes rendus de guérison furent exagérés, le nombre de rapports existants est trop nombreux et détaillé. Même au début des années 1800, une période où l'électrothérapie fut plus discrète, émergeaient des comptes rendus de guérison. Par exemple, au London Electrical Dispensary, entre le 29 septembre 1793 et le 4 juin 1819 sont admis 8686 patients pour un traitement électrique. 3962 furent soignés et 3308 soulagés, donnant ainsi un taux de succès de 84%. Bien que dans ce chapitre et les suivants, nous nous concentrerons plutôt sur les effets négatifs de l'électricité, puisque tout simplement ils sont là et en masse, il est important de rappeler que le XVIIIe siècle était alors complètement pris d'un engouement fou pour l'électricité. Depuis 300 ans néanmoins, nous avons persisté à courir derrière les avantages de cette substance tout en délaissant la prise en compte des risques. Entre 1700 et 1800, l'usage quotidien de l'électricité en médecine est un rappel que, au moins à cette époque, cette dernière, dans la pratique, était intimement connectée à notre biologie. En Occident, aujourd'hui, l'électricité en tant que science biologique est balbutiante, tout comme les remèdes qu'elle pouvait prodiguer à l'époque. Tout d'abord, intéressons-nous au neurologiste Guillaume Benjamin Duchesne de Boulogne, qui en 1851 fut célèbre pour une expérience totalement oubliée de nos jours. Aujourd'hui, cet homme est connu pour avoir eu recours en tout premier à la biopsie sur une personne vivante dans le but de diagnostiquer. Une biopsie, pour rappel, c'est le prélèvement d'une portion d'un tissu provenant d'un organe d'un organisme vivant. Cet homme est également connu pour avoir dressé la première description clinique de la poliomyélite. Son nom est accolé à plusieurs maladies, notamment la plus connue, la dystrophie musculaire de Duchenne. Duchenne était un grand connaisseur de l'anatomie de l'oreille, et c'est surtout pour sa méthode de traitement sur la surdité par électrothérapie qu'il fut renommé en son temps. Alors, cette méthode étonnera sans doute le lecteur d'aujourd'hui, mais grâce à une électrode placée sur l'oreille, il permit à de nombreuses personnes malentendantes, voire complètement sourdes, de recouvrer une audition correcte, voire bonne, de manière temporaire, voire définitive.
Duchesne, face à un tel succès, fut inondé de demandes pour qu'il vienne soigner à Paris. Grâce à des forces de courant faibles qui l'ajustaient selon les différents cas de surdité, et ce sur un laps de temps de quelques secondes, il parvint par exemple à soigner un homme de 26 ans sourd depuis l'âge de 10 ans, un autre de 21 ans sourd depuis l'âge de 9 ans suite à la rougeole, ainsi qu'une jeune femme rendue sourde après une overdose à la quinine, prescrite contre la malaria. 50 ans plus tôt, donc vers 1800, un Allemand, Johann Sprenger, put également soigner une quarantaine de sourds et malentendants grâce à une technique similaire. Et encore plus tôt, vers 1750, le médecin suédois Johann Lindholt, grâce à du courant galvanique provenant d'une pile, constata les mêmes effets. Idem en 1810 pour le chirurgien britannique Michael Leboom, à l'aide d'une machine à friction, puis du courant galvanique ultérieurement. Le point commun de ces médecins fut leur précaution à maintenir le traitement simple, bref et indolore. À part des tentatives pour guérir la surdité ou la cécité, les thérapeutes électriques de la première heure tentèrent aussi de savoir si l'électricité pouvait être perçue par les cinq sens. Un questionnement qu'aucun ingénieur actuel ne se pose, et il est un savoir absent de la part des médecins contemporains, qui pourtant serait de grande valeur aujourd'hui pour n'importe quelle personne souffrant de sensibilité électrique. Dans les années 1790, le grand explorateur Alexander Humboldt se plongea dans des expérimentations seulement dotées d'une armature de zinc et une d'argent, toutes deux connectées à une batterie de seulement 1 volt. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, nous tenons régulièrement dans nos mains l'équivalent de piles de 9 volts. Rappelons aussi qu'aujourd'hui des millions de gens ont leur bouche remplie d'amalgame fait d'argent, de zinc, de cuivre, d'or et d'autres métaux. Alors, ce grand explorateur, il fit l'expérience d'abord sur un chien, qui montra rapidement son mécontentement, mais seulement lorsque ces 2 pièces de zinc et d'argent se touchèrent. Ses babines se contractèrent fortement, le chien se lécha alors longuement par la suite, puis s'offusqua immédiatement à la vue d'une pièce de ces métaux. Ensuite, sur lui-même, lors de l'apposition de ces métaux dans sa bouche, se produisit selon leur position un réchauffement ou un refroidissement de sa langue, de la nausée, voire des vomissements même. Il fit les mêmes tests pour le sens de la vue. Des flashs de lumière lui occasionnèrent une inflammation des yeux. Pour Alessandro Volta, l'inventeur de la pile, ses tests sur ses oreilles se stoppèrent rapidement par peur d'endommager son cerveau. Son matériel était certes plus costaud que l'explorateur allemand, il travaillait avec du 20 volts. Il ne restera plus que 70 ans à attendre pour montrer qu'en effet, avec un matériel plus raffiné et des courants doux, des effets sont bel et bien constatés sur le nerf auditif. Nous le verrons lors du chapitre 15. Ce même Humboldt poursuivit ses expériences sur des animaux et des cœurs disséqués, toujours avec le même matériel, et il observa des augmentations de pulsations cardiaques, et souvent la réanimation d'animaux proches de la fin. Ces observations étaient également l'apanage de nombreux expérimentateurs à travers l'Europe, même si, concernant les humains, les personnes ne réagissaient pas toutes pareilles. Les pulsations du cœur étaient peu augmentées pour certains, pour d'autres, elles étaient doublées. À la fin du XVIIIe siècle, ces observations étaient courantes et désormais une masse conséquente de connaissances s'était accumulée concernant les effets du fluide électrique sur le corps humain, généralement ses effets positifs. La pulsation du cœur et sa force, les sécrétions de toutes sortes telles que les larmes, la transpiration, le cérumen, le mucus nasal, la bile, le lait maternel, les menstruations, l'urine, toutes ces substances étaient galvanisées par l'emploi de l'électricité sur le corps. Jusqu'au début du XXe siècle, ces pratiques étaient courantes en électrothérapie et utiles aussi. Toutefois, les autres effets non désirés furent nombreux. L'électrification procurait étourdissement, confusion mentale, maux de tête, nausées, faiblesse, fatigue, palpitations cardiaques, constipation et des fois dépression même. Des essais montrèrent aussi que le sang coagule plus lentement après une électrocution. Elle provoque aussi de manière récurrente des saignements de nez. Enfin, l'abbé Nollet, dont nous avons parlé dans le premier chapitre, prouva que la simple exposition à un champ magnétique provoquait la sudation et de la perte de poids due à une augmentation de l'évaporation par la peau. Il fut en 1753 le premier à rapporter des effets biologiques significatifs liés à l'exposition à un champ magnétique de courant continu. La science d'aujourd'hui, quant à elle, considère dans ce domaine que les effets sont nuls.
Pour terminer ce chapitre 2, je vais vous livrer la liste des effets de l'électricité sur les humains répertoriés au XVIIIe siècle. Les effets sont ceux de petites charges électriques ou de petits courants d'électricité continue. Alors, le courant continu, c'est un courant électrique dont l'intensité est indépendante du temps. C'est par exemple le type de courant délivré par les piles ou les accumulateurs. Les personnes atteintes d'électrosensibilité aujourd'hui reconnaîtront une partie, si ce n'est tous ces effets. Effet neutre et thérapeutique. Changement de la fréquence du pouls, sensation de goût, de lumière, de son, augmentation de la température corporelle, soulagement de la douleur, restauration du tonus musculaire, stimulation de l'appétit, exaltation mentale, transpiration, salivation, sécrétion de cérumen, sécrétion de mucus, règles, contraction utérine, lactation, lacrymation, urination, défécation. Les effets non thérapeutiques. Vertige, nausée, maux de tête, nervosité, irritabilité, confusion mentale, dépression, insomnie, somnolence, fatigue, faiblesse, engourdissement et picotement, douleurs articulaires et musculaires, spasmes et crampes musculaires, mal de dos, palpitations cardiaques, mal de poitrine, coliques, diarrhée, constipation, saignement de nez, hémorragie, démangeaison, tremblement, paralysie, fièvre, infection respiratoire, essoufflement, toux, sifflement et crise d'asthme, douleur oculaire, fatigue oculaire, faiblesse oculaire, acouphènes et goût métallique. Je vous remercie d'avoir suivi le résumé de ce second chapitre. Dans le chapitre 3, nous approfondirons le sujet des effets biologiques de l'électricité et des différences de sensibilité existantes. Abonnez-vous, partagez, en espérant que ce contenu vous enrichisse. Merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao.